Alors, bonjour tout le monde et maintenant on va faire l'enregistrement de l'examen de l'été de 2024. C'était la première fois que je donnais un examen l'été c'est la première fois à l'UQAM que je donne ça fait 20 ans que j'enseigne à l'UQAM, c'était mon premier cours que je donnais l'été. Donc, c'était 12 questions. L'examen était relativement bien réussi. Pour vos examens, sachez que la première question, je mets tout le temps une question qui est une question BS, une question très simple. Si vous n'êtes pas capable de faire la question 1, le restant de l'examen va être difficile. Et je fais ça parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui stressent. Alors, commencez avec la question qui est la plus facile. Donc, question numéro 1, j'ai le taux d'intérêt convertible 4 fois par année qui est de 6 Ça veut dire qu'on crédite 1,5 à chaque 3 mois. Calculer le montant à rembourser dans 6 mois pour un prêt de 125 000. Donc, je crédite du 1,5 à chaque 3 mois. J'ai 125 000 à remettre dans 6 mois, donc dans 2 trimestres. Donc, je vais créditer 1,5 par période pendant 2 périodes. Alors, j'ai 128 778 et 13 à remettre. Sachez que tout le temps, la première question va tout le temps être la question la plus facile. Et j'essaie de mettre par la suite, je regarde mes 12 questions et celle que je trouve qui est la moins difficile, par la suite, j'essaie de la mettre à la question 2, mais ça, c'est pas une promesse. Donc, question numéro 2. Le taux effectif est de 6,3 Un prêt hypothécaire de 400 000, donc la valeur au temps zéro, est remboursé avec des paiements mensuels, 12 fois par année, pendant 20 ans, 240 paiements. Calculez le montant du principal remboursé dans la dernière année. Donc, avec les 12 derniers paiements, quel est le montant du principal qui va être remboursé? Sachez, à la fin du prêt, il reste zéro à rembourser du prêt. Donc, si vous voulez savoir quel est le montant qui est remboursé avec la dernière année, on va calculer le solde du prêt au temps T est égal à 19 années. Donc, après 228 paiements, quel est le solde du prêt? Et sachez qu'après 240 paiements, le solde est de zéro. La différence entre les deux, ça, c'est le montant du principal qui est remboursé sur la période. Grosso modo, dans votre tête, sachez que vous allez faire 12 paiements pendant l'année. Donc, c'est la dernière année, une partie de ces 12 paiements va être des intérêts, mais vu que c'est la fin du prêt, tu vas avoir des montants très bas d'intérêts. Et le reste, c'est du principal. Donc, première chose, vu que c'est des paiements qui sont faits mensuels, on doit convertir le taux effectif à un taux mensuel. Donc, 1 plus effectif est égal à 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12. On réduit et ça nous donne un taux d'intérêt de 0,51042 par période. Quand vous faites ce calcul, je vous dirais tout le temps, mettez-le sous forme de pourcentage et rentrez-le directement dans la calculatrice. Comme ça, quand vous allez faire un autre calcul par la suite, vous n'allez pas tronquer des décimales. Donc, gardez toutes les décimales pour un taux d'intérêt, parce que si vous arrondissez un taux d'intérêt comme celui-ci à 0,51 ça va changer. Je le sais qu'il y a des étudiants qui stressent, mais ne vous inquiétez pas pour l'arrondissement. Un examen, je le remarque. Donc, 400 000, c'est la valeur présente de 240 paiements de R escompté à 0,51042 Donc, present value 400 000, N est égal à 240, I, on vient juste de le rentrer, compute paiement, et ça nous donne le paiement mensuel du remboursement de notre hypothèque, 2 894 et 66. Après 19 années, j'ai fait 228 paiements. Le solde du prêt, c'est la valeur actuelle des 12 paiements qui restent. Alors, les 12 paiements de 2 894 au taux d'intérêt, ça veut dire que le solde du prêt, dans 19 ans, va être de 33 610 et 46. Et à la fin du prêt, le solde va être de zéro. Donc, la différence entre les deux, c'est le principal qui est remboursé. Dans votre tête, si vous voulez faire un spot check, sachez que vous avez 2 894 et 66 de paiement mensuel. Fois 12, ça va vous donner 34 735, qui est le montant total qui est payé. Sachez qu'une petite composante de ce montant va être des intérêts. Donc, si vous avez un chiffre qui est légèrement inférieur à ce chiffre-là, ça veut dire que tes chiffres ont de l'allure. OK, alors continuons. Question numéro 3. Donc, le taux d'intérêt effectif est de 5 une rente de retraite payée en début de période pendant 40 ans. Alors, 12 000 par an pendant les 10 premières années.
Par la suite, 24 000 par année pour les 10 années suivantes, 36 000 par année pour les 10 années suivantes, 48 000 par année pour les 10 années suivantes. Quelle est la valeur de cette rente? Maintenant, une rente de, j'ai pas demandé la valeur actuelle ou la valeur future. Il fallait prendre ça logiquement. Aujourd'hui, supposons que j'ai 65 ans, j'ai 55 ans et j'attends pour les 40 prochaines années de recevoir une rente de retraite. Quelle est la valeur de ma rente de retraite? Mais c'est la valeur en date d'aujourd'hui. Parce que quand je vais avoir 95 ans, la rente, elle est pleinement payée, il ne reste plus rien à être payé. Alors, regardons ça logiquement. Ce n'est pas la valeur accumulée. Quand on veut savoir c'est quoi la valeur accumulée, c'est je mets de l'argent dans mon REER pour une retraite à 55 ans. Quel est le montant qui est dans mon REER à 55 ans? Mais quand je reçois une prestation de retraite, mais c'est quoi la valeur de toutes les prestations que je vais recevoir? Donc, c'est nécessairement la valeur actuelle. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Il y a plusieurs façons d'arriver à la réponse, mais on est aujourd'hui, disons, on a 65 ans aujourd'hui ou 55 ans aujourd'hui. Pendant les 10 prochaines années, je vais recevoir 12 000 De 65 à 75, je vais recevoir 24 000. Donc, je vais calculer à 65 ans quelle est la valeur de ces 10 paiements et je vais escompter ça de 65 à 55 ans. De 75 à 85, les 10 années, je vais recevoir 36 000. Je vais calculer la valeur de ces 10 paiements à l'âge de 75 ans et je vais ramener ça à 55 ans. Et de 85 à 95 ans, je vais recevoir 10 paiements de 48 000. Donc, à 85 ans, je calcule la valeur de ces 10 paiements et j'escompte ça avec 30 années pour ramener ça en date d'aujourd'hui, ma retraite, qui est à l'âge de 55 ans. Donc, ça vaut 416 807 et 36. Maintenant, souvent, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais calculer, je vais faire le calcul d'une autre façon, parce qu'il y a tout le temps plusieurs façons d'arriver à une réponse. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la valeur de tous ces paiements si c'était des valeurs accumulées. Pourquoi? Si je reçois 10 000 pendant 10 ans, 12 000 pendant 10 ans, 24 000, 36 000 et 48 000, je peux regarder ça d'une autre façon. Je peux regarder ça comme 40 paiements de 12 000. Je vais calculer la valeur de ces 40 000. Je ne veux pas la valeur dans 40 ans, je veux la valeur aujourd'hui. Mais je vais prendre 12 000 qui est payé pendant 40 ans. Par la suite, de 75 à 95 ans, de 65 à 95 ans, je reçois 30 000, je reçois 24 000. Donc, je vais prendre un autre 12 000 pour les 30 dernières années. Alors, j'ai les 10 premières années, j'ai 12 000. Les 10 années suivantes, je prends une autre 12 000. Maintenant, de 75 à 85, je reçois 36 000. Donc, je vais prendre un autre 12 000 qui va de 75 à 95 ans. Et je vais prendre un autre 12 000 qui est de 85 à 95 ans. Donc, cette valeur, je peux la calculer. Alors, c'est une série de 4 rentes. Je peux calculer la valeur accumulée de ce montant-là, qui n'est pas la réponse que je recherche. Mais si je pense de cette façon-ci pour calculer la valeur accumulée dans 40 ans, si je prends cette valeur et je l'escompte avec 40 périodes d'intérêt, ça me donne exactement la même réponse qu'en 1. Donc, regardons ça d'une autre façon. J'ai 12 000 pendant 10 ans. J'ai 24 000 pendant 10 ans, je vais en prendre 12 000 et je vais les attacher avec les 10 premiers. J'ai 36 000 pendant 10 ans, je vais en prendre 12 et je vais les attacher avec les 10 premiers, avec les 20 premiers. Et j'ai 48 000 pour les 10 derniers paiements, j'en prends 12 et je les attache avec les 30 premiers. Donc, j'ai les 12 premiers paiements de 12 000. Par la suite, j'ai 12 000 qui va j'ai dit 65 à 95. Je vais prendre 12 000, il me reste 12 000, 24 000 et 36 000. Je vais prendre 12 000 pendant 30 années. Et donc, de 65 à 75, tout est payé. De 75 à 95, il me reste 12 000 et 24 000. Donc, je vais prendre 12 000 pour les 20 prochaines années. Alors, les 12 000 qui me restaient entre 75 et 85 et 12 000 des 24 000 entre 85 et 95. Et bien sûr, il va me rester les 10 derniers paiements de 12 000 entre 85 et 95. Donc, cette valeur accumulée, c'est juste une statistique intermédiaire. Ce serait la valeur accumulée de tous ces paiements dans 40 ans. Alors, je prends la valeur actuelle de ces 40 paiements. Alors, pour calculer la valeur aujourd'hui, ça me donne la même réponse. Donc, comment est-ce que vous voulez décomposer le problème? Il n'y a pas de problème. Mettez-moi une formule et si vous n'arrivez pas à la réponse finale, je veux dire, au moins, vous pouvez aller chercher des points partiels.
Donc, question numéro 4. Le taux d'intérêt est de 7 effectif. Un investisseur âgé de 40 ans aujourd'hui place 20 000 au début de chaque année dans un REER pour une retraite à 65 ans. À 65, dans 25 ans. À 65 ans, il recevra un premier paiement de R et chaque paiement annuel subséquent est indexé de 2. Maintenant, il y a une pogne ici qui est, si vous lisez la section astuces, pour toutes les rentes en progression géométrique, toutes les perpétuités en progression géométrique, la valeur aujourd'hui est égale au cash flow au temps 1. Le premier cash flow doit être dans une période. Maintenant, si on fait un calcul à 65 ans, le premier paiement est aujourd'hui, c'est une progression géométrique. On doit faire un ajustement. Donc, on peut faire le calcul à 64 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici pour les solutions? C'est que je me suis placé à 64 ans et je dis ici, un investisseur âgé de 40 ans place un premier paiement à l'âge de 40 ans et le dernier paiement va être à l'âge de 64 ans. Donc, ça devient maintenant une rente en fin de période parce que si je me place à 65 ans, c'est une rente en début de période. Donc, si je me mets à 64 ans, le dernier paiement est versé à 64 ans. C'est une rente en fin de période. Le premier paiement est payé et par la suite, quand je prends ma retraite, je suis à 64 ans, le premier paiement est à 65 ans. Donc, le calcul est plus facile. Mais je vais le faire de l'autre façon aussi. Donc, la valeur à 64 ans, ben, ça va être la valeur actualisée de 25 paiements de 20 000 placés dans un REER à du 7 Donc, à 64 ans, je devrais avoir 1 264 980 et 75. Et la valeur que j'ai, 1 264 000, ça, c'est la valeur actuelle, la valeur de la rente de retraite. Alors, je vais avoir un premier paiement de R à 65 ans et chaque paiement subséquent va être indexé de 2 Donc, la valeur à 64 ans, c'est le premier paiement qui est dans une période, donc la valeur à 65 ans, fois la grosse formule, et on ne peut pas s'en sortir, cette formule-ci, on doit s'en servir, elle est offerte à l'examen. Donc, c'est 1 moins 1 plus G divisé par 1 plus I à la N divisé par I moins G. Alors, à 65 ans, il recevra un premier paiement de R et chaque paiement annuel subséquent est indexé de 2 Le dernier paiement a lieu le jour de son 90e anniversaire. Donc, il y a un paiement de 65 à 90 inclusivement. Alors, si je dis un premier paiement à 65 et un dernier paiement à 66, il y a 2 paiements, même si la différence entre les deux, c'est une année. Donc, de 65 à 90, c'est pas 25 paiements, c'est 26 paiements. Et ça c'est une autre pointe qui est dans la section astuces du recueil. Et donc, si j'isole mon R par la suite, ça veut dire qu'à 65 ans, il va recevoir un premier paiement de rente de 88 852 et chaque paiement, pendant 25 ans subséquents, va croître de 2 Une autre façon que j'aurais pu le faire, j'aurais pu faire le calcul à 65 ans. Alors, si le premier paiement est à 40 ans et le dernier, il fait des paiements pendant 25 ans, ça va être des paiements en début de période si je fais mon calcul à 65 ans. Donc, ça devient la valeur actualisée de 25 paiements en début de période de 20 000 actualisé à du 7 et à 65 ans, ça va valoir 1 353 529. Et ça, c'est la valeur actuelle d'une rente de retraite. Mais c'est une rente en progression géométrique. Donc, pour qu'une rente en progression géométrique fonctionne, il faut que le premier cash flow soit dans une période. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? À 65 ans, j'ai un premier paiement de R et dans une période, je vais avoir un paiement de R qui est indexé de 2 Donc, j'ai un paiement de R aujourd'hui, plus R fois 1,02 fois la grosse formule, puis les 25 paiements qui restaient. Alors, ici, on avait 26 paiements. Je fais juste décomposer ça en deux composantes. Je suis à 65 ans, j'ai un premier paiement de R et j'ai les 25 paiements qui me restent par la suite. Et le tout me donne ce 1 353 000 qui est calculé à 65 ans. Et encore une fois, si j'isole mon R, il va valoir 88 852 et 27. À un examen, lequel prendre, prenez la méthode pour laquelle vous voyez que c'est plus intuitif. Continuons. Problème numéro 5. Taux d'intérêt convertible 12 fois par année, c'est 4,8 Donc, mensuel, c'est 4,8 divisé par 12, donc c'est 0,4 par mois.
Un emprunt de 30 000 est remboursé avec des paiements à la fin de chaque mois pendant 5 ans, donc 60 mois, 60 paiements. Calculez le montant des intérêts payés avec le 10e paiement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer quel est le solde du prêt qui reste à payer après 9 paiements. Par la suite, ça c'est le solde. Alors, on va avoir amorti un peu notre 30 000. On va avoir un peu moins que 30 000 à rembourser après 9 paiements. Et ça, c'est si on voulait rembourser le prêt d'une shot, on paierait ce montant-là, le solde du prêt, le outstanding balance en anglais. Donc, la prochaine période va être la 10e période et à la fin du mois, on va faire un paiement. Et dans ce paiement, il va y avoir une composante intérêt et une composante principale. La composante intérêt, c'est tout simplement le solde du prêt en début de période, donc le solde au temps neuf, fois le taux d'intérêt mensuel. Et la différence entre le paiement et les intérêts, c'est le principal qui est remboursé. Donc, 4,8 convertible 12 fois par année, c'est 0,4 par mois. Quand vous rentrez ça dans votre calculatrice, vous le mettez sous forme de pourcentage. Donc, 0,4, je vous dis tout le temps, mettez le taux d'intérêt directement dans le bouton calculatrice, comme ça, il n'y a pas de problème avec des arrondissements. 30 000, present value, c'est la valeur actuelle de 60 paiements mensuels de R par mois, escompté à 0,4 par période. Une période, c'est un mois. Et donc, le paiement mensuel est de 563,39. Compute paiement, 563,39. Après 9 paiements, il nous reste toujours 51 des 60 paiements à rembourser. Donc, le solde du prêt après 9 paiements, c'est la valeur actuelle des 51 paiements qui restent. Et donc, le solde du prêt après 9 paiements, c'est 25 945,2. Et donc, les intérêts qui sont remboursés avec le 10e paiement, mais c'est le solde du prêt en début de période fois 0,4 qui est les intérêts qui vont être crédités pendant la période. Et donc, 103,78 ça va être le montant des intérêts qui vont être crédités avec le 10e paiement. Si je vous demandais quel était le principal remboursé, ben, ce serait 563,39 moins 103,78. Un autre commentaire que je pourrais faire, une autre façon de calculer le solde, je veux dire le principal qui est remboursé avec le 10e paiement. Alors, il y aurait deux façons de le faire. Soit qu'on calcule le paiement et on soustrait 103, ça nous donne le principal remboursé. Vous pouvez bien sûr aussi calculer le solde au temps 9, le solde au temps 10 et la différence entre les deux serait le remboursement du principal. Question numéro 6. Le taux effectif est de 5,8 Un prêt de 510 000 est remboursé avec des paiements de R à la fin de chaque mois pendant 25 ans. Si le créditeur effectue un paiement additionnel de R à la fin de la première année, c'est-à-dire le 13e paiement, de combien de mois serait écouté le prêt? Donc, tu as un prêt qui va être remboursé sur 25 ans. Et la plupart des banques vous donnent l'opportunité de faire un 13e paiement. Quand vous avez votre remboursement d'impôt, au lieu de le dépenser, vous faites un 13e paiement à la fin de chaque 12e paiement, vous faites un 13e paiement au même moment. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que vu que les intérêts sont crédités sur le paiement normal, si vous avez le solde à ce moment-là et vous faites un paiement à ce moment exact, c'est juste du principal qui est remboursé. Alors, c'est une façon d'économiser, c'est une option que la plupart des banques vous offrent sur une hypothèque. Donc, j'ai 510 000 qui seraient remboursés avec des paiements de R sur 25 ans. Donc, calculons quel est le paiement de R qui serait remboursé. Je vais convertir mon taux d'intérêt effectif à mensuel. Alors, 1 plus effectif est égal à 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12. Et 510 000, c'est la valeur actuelle ou le solde du prêt au temps zéro de 25 années, donc 300 paiements mensuels. Alors, quand vous convertissez ce taux d'intérêt, mettez-le en format pourcentage, mettez-le directement dans la calculatrice. Et vous calculez votre mensualité qui serait de 3 178,09. Une petite note, quand je trouve des chiffres pour des questions d'examen, j'essaie de tout le temps trouver des exemples qui reflètent plus ou moins la réalité. Alors ici, une maison coûterait en 2024 environ 510 000 Donc, puis les taux d'intérêt qui sont utilisés sont généralement les taux d'intérêt courantes. Donc, si vous avez un chiffre ici, une mensualité de 14 000 peut-être prendre 2 secondes, voir si votre chiffre a de l'allure. Maintenant, après un an, alors c'est-à-dire au temps t est égal à 12, on a fait 12 paiements.
Et donc, le solde du prêt, le 510 000, il nous reste la valeur actuelle des 288 paiements qui sont faits. On en a fait 12, il nous reste 288 000 et le solde du prêt, c'est la valeur actuelle de ces 288 000 paiements. Et donc, 288 paiements. Et donc, le solde du prêt après une année est de 500 439,38. N'oubliez pas, avec une hypothèque, les premiers paiements, on a les plus grosses charges d'intérêt. Et avec les derniers paiements, on a les plus faibles charges d'intérêt. Donc, on rembourse plus de principal avec les derniers paiements. C'est pour ça que malgré, après une année complète, on n'a même pas remboursé 10 000 du prêt. Cependant, si je fais un paiement additionnel à ce moment-là, je viens directement réduire le solde du prêt de ce montant. Pourquoi? J'ai le solde du prêt aujourd'hui, je rembourse, ma carte de crédit me dit je dois 500 439 et je paye aujourd'hui 3 178. Et donc, immédiatement, le solde du prêt est réduit de ce montant. Donc, maintenant, si je continue de faire des paiements de 3 178,09 pendant les N prochaines années, le solde la valeur actuelle de ces N paiements devrait être de 497 261,29. Ça voudrait dire que il faudrait que je fasse 284,16 paiements additionnels. Alors, en théorie, il m'en restait 288, mais vu que j'ai fait un paiement après une année, à la toute fin du prêt, je vais écourter mon prêt mon prêt d'environ un peu moins que 4 paiements. Donc, un paiement additionnel fait dans une année veut dire que dans 25 ans, à la toute fin, les 4 derniers paiements ou 3 paiements 0,84 des derniers paiements vont être éliminés. Donc, c'est pour ça qu'on encourage tout le temps de faire le 13e paiement. C'est une bonne façon d'économiser à long terme. C'est une façon d'épargner. Question suivante. Question numéro 7. Le taux d'intérêt capitalisé semestriellement, I2, est égal à 5,6 %. Une obligation d'une durée de 10 ans avec une valeur nominale de 1 000 $ est vendue pour 1 000 $. Alors, ça, il y a une information qui est là. Ça veut dire que si le prix d'une obligation est égal à sa valeur nominale, le taux d'intérêt est égal au taux de coupon. Donc, l'obligation verse un coupon semestriel de C. Ça veut dire que le taux d'intérêt est égal au taux de coupon. Ça veut dire que le taux de coupon est de 2 points. C'est I2 est égal à 5,6, I2 sur 2 est égal à 2,8 %. Et on dit que le taux d'intérêt est égal au taux de coupon I2 sur 2 est égal au taux de coupon 2,8 %. Alors, 2,8 % de sa valeur nominale de 1 000 $, c'est 28 $, c'est la valeur du coupon. Quelle est la valeur de cette obligation dans 18 mois? Immédiatement après avoir versé le coupon. Donc, dans 18 mois, c'est dans 3 semestres. On va voir 3 coupons qui vont être versés. On avait une obligation d'une durée de 10 ans, donc on avait 20 paiements au début. Maintenant, on en a fait 3, il nous en reste 17. Maintenant, le taux d'intérêt capitalisé semestriellement a chuté à 4,9 %. Quand les taux d'intérêt baissent, les nouvelles obligations vont verser moins de coupons, donc les anciennes obligations vont prendre de la valeur. Et quand les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire que les nouvelles émissions d'obligations vont avoir un taux d'intérêt plus élevé, vont payer un plus gros coupon, et donc les coupons actuels qui existaient déjà vont baisser en valeur. Donc, quand les taux d'intérêt baissent, le prix d'une obligation monte. Quand les taux d'intérêt augmentent, le prix d'une obligation baisse. Donc, le taux d'intérêt capitalisé 2 fois par année est de 5,6 %. Ça veut dire qu'on crédite 2,8 % par semestre. Puis, on dit que le prix d'une obligation est égal à sa valeur nominale. Ça veut dire que le taux d'intérêt est égal au taux de coupon. Bien sûr, vous pouvez rentrer ça dans votre calculatrice. Le prix de 1 000 $, future value de 1 000 $, N est égal à 20, I est égal à 2,8 %, compute paiement est égal à 28. Donc, on a une obligation aujourd'hui qui paye 100 $, qui coûte 1 000 $, va payer un coupon semestriel à chaque 6 mois de 28, et après 20 semestres, dans 10 ans, on va payer le 1 000 $ de valeur nominale. Maintenant, après 3 périodes, dans 18 mois, 3 semestres, les taux d'intérêt ont chuté à 4,9 % ou 2,45 % par semestre. Donc, quel est le prix de l'obligation après le 3e paiement? Mais c'est la valeur actuelle des 17 paiements de 28 $ qui reste à 2,45 % et la valeur actuelle du 1 000 $ qui va être remis dans 8,5 années, dans 17 semestres. Alors, future value est égal à 1000, paiement est égal à 28, N est égal à 17,
taux d'intérêt 2,45, compute present value va donner le prix de l'obligation qui est de 1048,19. Donc, question numéro 8. Une action vient tout juste de verser un dividende. Il y a une pogne là. Le dividende qui a été versé hier était de 2,50. Alors lui, le prix de tout actif est égal à la valeur actuelle des cash flows futurs. Dès qu'il a été payé, il n'est plus tenu compte d'un cash flow futur. Donc, l'année passée, à titre indicatif, on avait un dividende de 2,50. Le taux de croissance pour les 10 prochaines années est de 6 %. Par la suite, on assume une croissance nulle et des dividendes perpétuels. Les actionnaires s'attendent à du 10 %, quel doit être le prix de l'action. Donc, l'année passée, le dividende était de 2,50. Le prochain dividende va croître à du 6 %. Donc, le dividende au temps 1 va être à du 6 % et chacun des dividendes subséquents va croître de 6 % et le dernier dividende dans 10 ans va être de 4,48. Donc, le prix de tout actif financier est égal à la valeur actuelle de tous ces cash flows futurs. On va avoir une rente croissante de 10 paiements. Le prochain paiement va être de 2,65 et pendant 10 années, on va avoir une croissance de 6 %. Par la suite, au temps t est égal à 11 jusqu'à l'infini, on va avoir un dividende perpétuel de 4,48 ou 4,477 si vous voulez être précis. Mais par contre, ça c'est la valeur, avec cette valeur-là, on va la calculer dans 10 ans. Donc, j'ai la valeur actuelle des 10 prochains paiements. Par la suite, du temps 11 jusqu'à l'infini, j'ai des cash flows de 4,48. Je vais calculer cette valeur au temps t est égal à 10 et par la suite, j'escompte ça au temps t est égal à 0. Et donc, les 10 prochains dividendes, la valeur actuelle des 10 prochains dividendes, c'est 20,51 $ et la valeur des dividendes perpétuels par la suite, en date d'aujourd'hui, vaut 17,26. Et donc, le prix de l'action devrait être de 37,76. Une autre façon de faire le calcul. Alors, le prix de l'action, je vais calculer la valeur de l'action au temps t est égal à 10. Et donc, la valeur de l'action au temps t est égal à 0. C'est égal à la valeur actuelle des 10 prochains dividendes plus la valeur escomptée des dividendes par la suite. À partir du temps, au temps t est égal à 10, les dividendes perpétuels vont être de 4,477 par période. Et c'est une perpétuité. Donc, la valeur au temps t est égale à 10 de tous ces dividendes va être de 44,77. Donc, le prix de l'action au temps t est égal à 0, c'est égal à la valeur actuelle des 10 premiers dividendes. Le premier étant 2,65 et chaque dividende subséquent va croître de 6 %. Donc, on doit passer par la grosse formule. Par la suite, au temps t est égal à 10, on sait que le prix de l'action est de 44,77. Donc, on va l'escompter avec 10 périodes d'intérêt. Et encore une fois, ça va nous donner le même 37,76. Continuons. Question numéro 9. Le prix d'une action est égal à 60,80 $. Le rendement des bons du Trésor, le taux sans risque est de 4 %. Rendement du marché, l'espérance du rendement du marché est de 10 %. La variance du marché est de 0,64 et la variance de l'action est de 1,44. Le prochain dividende, alors le prochain dividende, alors quand on fait nos calculs de prix d'une action, si c'est le modèle de Gordon, le prix d'une action aujourd'hui est égal au dividende au temps 1 divisé par I-G. Donc, si le prochain dividende est de 3,04, on a le dividende au temps 1. Alors, on n'a pas besoin de le projeter dans ce cas-là. Taux de croissance G est de 2 %. Quelle est la corrélation entre le rendement de l'action et celui du marché? Ça, c'est une erreur qui arrive souvent. Soit que je vous donne la corrélation, je vous demande de calculer le prix, ou à partir du prix, je vous demande de calculer la corrélation. Donc, il y a quelques étapes qu'on doit passer. Donc, le prix d'une action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par I-G ou R-G. Le dividende au temps 1, c'est 3,04. G est égal à 2 % et le prix de l'action, on nous le donne 60,80. Donc, si on isole le R, le taux d'intérêt est de 7 %. Le taux d'intérêt, selon le modèle CAPM, est égal au taux sans risque, 4 % plus bêta fois la différence entre le rendement du marché et le taux sans risque. Et donc, si on isole notre bêta, ça nous donne 7 % de rendement. Le bêta est égal à 0,5. Donc, le bêta étant entre 0 et 1, on est moins volatile que le marché.
Donc, si le marché nous donne du 10% et nous, on a un bêta de 0,5, on est prêt à accepter un rendement un peu inférieur parce qu'on prend moins de risques. Maintenant, bêta est égal à la covariance entre le titre et le marché divisé par la variance du marché. Alors, la variance du marché, on nous la donne ici. Et donc, bêta est égal à 0,5. On est capable d'isoler notre covariance qui est de 0,32. Une covariance de 0 veut dire l'indépendance. Une covariance positive veut dire les deux titres ils bougent dans le même sens. Une covariance négative, on a tendance à bouger en sens inverse. La covariance, elle est égale à la corrélation fois l'écart type du premier fois l'écart type du deuxième. Donc, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, la corrélation fois la racine carrée de la variance fois la racine carrée de l'autre variance nous donne la covariance de 0,32. Alors, attendez. Donc, la corrélation fois l'écart type du titre fois l'écart type du marché est égal au 0,32 qu'on vient juste de calculer. Et donc, si on isole notre corrélation, on a une corrélation de 0,333. Une corrélation de 0 veut dire l'indépendance. Une corrélation de 1 veut dire une corrélation positive parfaite. Corrélation de moins 1, une corrélation négative parfaite. Entre 0 et 1, ça veut dire une corrélation, les deux titres bougent dans le même sens, mais ce n'est pas une corrélation qui est si forte que ça. Continuons. Question numéro 10. Le rendement de l'actif X est de 10%, écart type de 0,3. Y, rendement de 11, écart type de 0,4. À covariance entre X et de Y est de 0,06. Taux sans risque est de 5%. Calculer la variance d'un portefeuille 1 tiers investi dans X, 1 tiers investi dans Y et 1 tiers investi dans le taux sans risque. Maintenant, ça, c'est une question qui revient relativement souvent. Donc, il y a une formule pour la bloguer, mais elle n'est pas dans la feuille de formule. Donc, on doit passer par une étape intermédiaire. On va commencer premièrement par calculer le rendement d'un portefeuille qui est 50-50. On va ignorer le taux sans risque. On va regarder un portefeuille qui est 50-50 XY et on va calculer la variance de ce portefeuille. Donc, la variance d'un portefeuille qui est 50% X, 50% Y, ben c'est 0,5 au carré fois la variance de X, plus 0,5 au carré fois la variance de Y, plus 2 fois 0,5 fois 0,5 fois la covariance entre X et Y, qui nous donne la variance d'un portefeuille 50% X, 50% Y. Maintenant, un portefeuille qui est un tiers taux sans risque, un tiers X et un tiers Y, mais c'est tout simplement un portefeuille qui est 2 tiers le portefeuille P et 1 tiers le taux sans risque. Alors, j'ai 50% X, 50% Y. Maintenant, je vais prendre un tiers de mon portefeuille, ça va être le taux sans risque. Et le reste, ça va être ce portefeuille, 2 tiers, ça va être ce portefeuille P que je viens juste de calculer. Alors, j'ai 2 tiers P et 1 tiers taux sans risque. Alors, 2 tiers fois 50%, ça donne 1 tiers. Donc, si j'ai 2 tiers de mon investissement et dans un portefeuille P qui a 50% X, j'ai 2 tiers fois 0,5, 1 tiers de mon portefeuille total, c'est X. J'ai 2 tiers qui étaient investis dans P et P, la moitié de P, c'est Y. Donc, j'ai 1 tiers de mon portefeuille total qui est Y. Et donc, juste pour vous dire, à l'examen, j'ai même clarifié à mes étudiants que c'est comme ça qu'on devait procéder. Donc, 1 tiers X, 1 tiers Y et 1 tiers le taux sans risque, mais c'est 2 tiers fois le portefeuille P et 1 tiers fois le taux sans risque. Et le taux sans risque n'a aucune variance et aucune covariance. Donc, quand vous pluguez la formule AX plus BY plus C, ben, ça va tout simplement être 2 tiers au carré fois la variance du portefeuille P, plus 0 plus 0. Et donc, c'est 2 tiers au carré fois 0,0925. Peut-être que je vais mettre ça, je vais ajouter ça. Point 0,925 est égal à 0,04111. Donc, pour clarifier, la première étape, c'est qu'on prend un portefeuille qui est 50% X, 50% Y et on calcule sa variance. La deuxième étape, c'est qu'on a un portefeuille qui est 1 tiers dans le taux sans risque et 2 tiers dans le portefeuille P. Donc, ça revient à être 1 tiers X, 1 tiers Y et 1 tiers dans le taux sans risque. Et la variance de ce portefeuille devient maintenant la variance de 2 tiers investis dans le portefeuille P qu'on a calculé
et un tiers investi dans le taux sans risque. Mais le taux sans risque n'a aucune covariance avec aucun autre instrument financier. Et le taux sans risque, elle n'a pas de variance. La variance, c'est une mesure de risque, donc elle a 0. Donc, si on fait la variance de AX plus BY plus C, A est égal à 2 tiers, X est égal à P, B est égal à 1 tiers, Y est égal au taux sans risque et C est égal à 0. Mais la variance du taux sans risque, elle est nulle. La covariance entre le taux sans risque et les autres éléments, c'est nul. Donc, ça devient tout simplement A au carré, 2 tiers au carré, fois la variance du portefeuille P qu'on a calculé dans l'étape précédente. Et donc, c'est 0.041111. C'est la variance d'un portefeuille, un tiers taux sans risque, un tiers Y et un tiers X. Question numéro 11. On vous donne maintenant, au lieu de vous donner la distribution et de vous demander de calculer l'espérance, je vous ai donné l'espérance et je vous ai dit qu'il manquait, qu'il y avait une donnée qui était inconnue dans notre distribution. Donc, j'ai 10% que X vaut moins 10. J'ai 10% de chance que X vaut 0. J'ai 40% de chance que X vaut 10. J'ai 20% de chance que X vaut 20. Et j'ai 20% de chance que X il vaut C. Ou est-ce que C, c'est notre inconnu? Je vous dis que l'espérance de X, elle est égale à 15%. Par la suite, calculez l'écart type de X. Donc, l'espérance de X, c'est 0.1 fois moins 10%, plus 0.1 fois 0, plus 0.4 fois 10, plus 0.2 fois 20%, plus 0.2 fois C. Alors, C étant une inconnue, et l'espérance, elle est égale à 15%. Donc, C est égal à 40%. Maintenant, pour calculer l'espérance à l'écart type de X, je peux passer par la formule de variance ou je peux passer par la formule de espérance de X au carré. Ici, j'ai préféré passer par espérance de X au carré. Donc, c'est 0.1 fois moins 0.10 au carré, plus 0.1 fois 0 au carré, plus 0.4 fois 10 au carré, fois 0.2 fois 20 au carré, plus 0.2 fois le 40% qu'on vient juste de calculer au carré, qui nous donne 0.045. Et donc, la variance de notre distribution, c'est égal à l'espérance de X au carré, qu'on vient juste de calculer, moins l'espérance de X, 15%, au carré. Et donc, la variance de X, c'est 0.0225. La racine carrée de la variance, c'est notre écart type qui est égal à 15%. Donc, question numéro 12, la dernière question. Une entreprise est financée par un emprunt de 80 millions à 6%. Alors ça a l'air d'être une question de WACC, ouais. Alors, le coût moyen pondéré du capital, c'est une moyenne de toutes les sources de financement après impôt. J'ai 80 millions financés à du 6%. Les intérêts sont déductibles d'impôt. J'ai 40 millions de dollars en actions ordinaires. Le bêta de l'entreprise est de 1,2, taux sans risque est de 3%, le rendement attendu du marché est de 10%. J'ai 20 millions en actions en preferred shares. Chaque action coûte 50 dollars et paye un dividende de 4,50. Et j'ai 60 millions en obligations. Chaque obligation coûte 1000 dollars. Si le prix est égal à la valeur nominale, ça veut dire que le taux de coupon est égal au taux d'intérêt. Il paye un coupon annuel de 40 dollars. Je dis, ici, je n'ai pas besoin de vous dire la durée de l'obligation parce que le prix est égal à la valeur nominale. L'entreprise est taxée à 30%. Une autre chose, les intérêts sur les obligations sont déductibles d'impôt. Donc, la valeur totale des actifs de l'entreprise, c'est 80 millions plus 40 millions plus 20 millions plus 60 millions. Donc, la valeur totale des actifs de l'entreprise, c'est 200 millions de dollars. J'ai 80 du 200 millions qui est financé par l'emprunt, 40%. J'ai 40 millions du 200 millions de dollars, donc 20% qui est financé par les common shares. J'ai 20 millions du 200 millions, 10% qui est financé par des preferred, et j'ai 60 millions du 200 millions qui est financé par des obligations, 30%. Donc, ça, c'est les pondérations de toutes mes sources de financement. L'emprunt, on dit que c'est à du 6%, mais c'est déductible. Pour trouver le rendement des actionnaires, on prend le taux sans risque plus bêta 1,2 fois la différence entre le rendement du marché et le taux sans risque. Donc, les actionnaires s'attendent à du 11,4%. C'est non déductible pour l'entreprise.
Les preferred, une action coûte 50 et paye des dividendes de 4,50, donc c'est un dividende de 9 par année. Les preferred, eux aussi, c'est non déductible. Et ici, je dis que chaque obligation coûte 1 000 et paie un coupon de 40 Je devrais dire que la valeur nominale est de 1 000. Mais ça va tout le temps être 1 000 Ici, je vais le mettre explicitement. Et donc, ça veut dire que le taux de rendement est égal au taux de coupon qui est de 4 mais les intérêts sont déductibles d'impôts. Donc, quel est le coût moyen pondéré du capital de la firme? C'est la moyenne de toutes les sources de financement de l'entreprise après impôt. J'ai 40 de l'entreprise qui paye du 6 qui est en financement, mais c'est déductible d'impôt. Pour chaque dollar d'intérêt, j'économise 30 cents en impôts. J'ai 20 qui est financé par des commons à du 11,4 J'ai 10 qui est financé par des preferred à du 9 et j'ai 30 de la firme qui est financée par des obligations qui payent du 4 qui, eux aussi, c'est déductible d'impôt. Donc, la moyenne de toutes les sources de financement de la firme est de 5,70 Ce 5,70 on appelle ça le coût moyen pondéré du capital de la firme, ou en anglais, WACC, Weighted Average Cost of Capital. Tous les projets de la firme vont être évalués à ce taux d'intérêt-là. Donc, si un projet a un rendement plus grand que 5,70, on pourrait l'accepter. Mais on va refuser tous les projets qui ont un rendement inférieur à 5,70. Et ça, c'est toute votre cour Finance 2.